Au cours du rendez-vous d'aujourd'hui, on vous propose de revivre l'incroyable aventure de Martin Vivier, puis de sa fille Claudine Vivier, en vue de faire reconnaître la véracité de la surprenante prise qu'il a sortie de l'eau un matin d'avril 1955. Cette histoire fascinante, elle est liée de près aux collections du Musée de la Civilisation et elle a fait l'objet d'un documentaire qui devait vous être présenté aujourd'hui même lors de l'inauguration de l'exposition Histoire de pêche qui, évidemment, est tombée à l'eau. Compte tenu des circonstances et de la teneur exceptionnelle de cette production-là, l'équipe de l'exposition a choisi néanmoins de vous la présenter. Et pour ma part, je m'entretiendrai tout de suite après avec Annick Gingras, qui est la chargée de projet de l'exposition Histoire de pêche. Donc, dans le cadre de ce rendez-vous d'une heure au musée.ca, voici le documentaire qui avait été préparé pour l'inauguration de l'exposition Histoire de pêche. Monsieur Maillot, le propriétaire de cette petite cabane ici, n'est-ce pas, Monsieur Maillot? Oui. Dites-moi, il y a combien de temps que vous pêchez, Monsieur Maillot? Oh, ça fait quelques 20 ans que je m'occupe de Vingtaine pêche. d'années? Oui, ah oui. Ah, voilà le petit poisson des chenaux. Oui, ça c'est le vrai petit poisson des chenaux. Ça commence vers Noël, ça va jusqu'à la fête de janvier. Pas l'année dernière, vers le 10 de février, c'est fait encore des belles pêches. On met une petite bouchée après corde, là, puis le poisson venait se pogner la bouchée, puis il y tenait, puis on le sortait. On pêchait à 2 pieds d'eau. Un autre? Un autre. Mon Dieu, la pêche. Ah! Il y a combien de cabanes installées actuellement, messieurs, ici? Oh, il y a quelques 600 cabanes dans le moment d'installer. C'est devenu un peu une attraction touristique. Une attraction. Il y en vient de Montréal, Québec, puis Portneuf. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ben, c'est assez typique du monde de la pêche. Hein? Ça l'est encore aujourd'hui, puis ça l'était d'autant plus à l'époque. De nos jours, c'est un petit peu fait à l'idée. Hein? Les puristes, là, les durs de durs, ils vont s'en dissocier. Puis ils vont parler d'une pêche socio-touristique. Mais c'est tellement ancré dans nos mœurs. Puis on peut pas aller contre la tradition. Hein? On fait avec. Regarde donc, c'est beau! Il est très beau. Dans les premières années de la démocratisation, mettons, dans les années 50, 1950, on ne pouvait pas parler de tradition encore. Et là, la réaction des pêcheurs, là, qu'on appelait déjà même des sportsmen, là, était beaucoup plus épidermique. Du point de vue d'un pêcheur, les gains sociaux qui ont mené à la popularisation sont associés à une espèce de perte de privilèges. Les cannes à pêche bon marché dans les quincailleries, les bouées, les apports commerciaux, tout ça, c'est perçu comme la dilution d'un savoir-faire, d'une part, mais surtout comme la bâtardisation de la philosophie de cette activité-là, qui était encore très élitiste. Donc, ces pêcheurs-là, qui étaient de la lignée directe là, des sportsmen à la Tolfree, à la Walton, à la Forester, ont fait beaucoup pour se préserver quelques aspects de la pêche comme chasse gardée, quitte à l'inventer tout simplement. En opposition à la pêche blanche en cabane qui gagnait en popularité, eux, ils se sont mis à rêver d'une pêche sportive d'hiver qui aurait rien à envier aux grandes excursions estivales sur les rivières à saumon privé du Québec. Le calendrier du pêcheur. Aux amateurs de pêche, le calendrier du pêcheur présente aujourd'hui dimanche 20 avril une déclaration du ministre de la Chasse et de la Pêche ainsi que l'énoncé des règlements de la loi de la pêche. Mais pour commencer, une manchette aussi insolite que fascinante dont on devrait entendre parler longtemps. Vendredi dernier, un pêcheur de saumon de la région, Martin Vivier, 43 ans, a sorti de l'eau une prise fort différente de ce à quoi il pouvait s'attendre. Une perche chaude à fourrure. Voici le reportage de Luc Plouffe. Des poissons à fourrure, on en a répertorié dans la littérature depuis le XVIIe siècle, en Islande notamment, où on l'appelle l'otsilongur. Il en est également mention dans plusieurs contes autour de la planète, mais jamais une telle espèce n'avait encore été authentifiée. La découverte d'un pêcheur amateur de Dégelis ravive aujourd'hui le débat autour de cette créature mythique.
C'était la dernière journée de mes vacances. Je suis allé jusqu'à Madawaska pour en profiter un peu. Ça n'a pas été une semaine ben bonne, mais là, mon Dieu, avec cette prise-là, j'ai l'impression que ce sera pas reposant. Quand je l'ai vu, je voyais bien à travers l'eau que la couleur était pas normale. Mais là, quand j'ai vu le poil mouillé en la sortant, j'ai figé. Honnêtement, j'ai presque eu peur. Je me disais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Tu penses au job? Pour le moment, on ne sait pas encore s'il s'agit effectivement de la découverte d'une espèce inconnue ou encore d'une maladie ou d'une simple malformation, mais il semble cependant qu'il ne s'agisse pas d'un canular. On en saura plus au cours des jours à venir. Personne ne le croyait. Il y en a même qui ont dit que c'était un canular. Mais nous autres, on le savait. On l'avait vu, le poisson. Mon père était un homme manuel, mais il était tellement pas un artiste. Il n'aurait jamais été capable de faire un spécimen réaliste comme ça. Si ça devait en être un canular, là, c'était tellement fin, tellement étudié. Papa, c'était pas un gars de détail. Quand mon père a décidé de faire des démarches pour prouver qu'il n'était pas un menteur, comme il avait dit dans le journal local, on a décidé de l'aider. Richard Nettle, qui a été intendant des pêcheries du Bas-Canada, est surtout connu pour avoir été l'un des précurseurs de la pisciculture. Si vous mangez du saumon d'élevage aujourd'hui, là, c'est beaucoup grâce à lui. C'est à partir d'une note manuscrite qui a été retrouvée dans les archives du Fonds familial qu'un membre du Conseil régional des grands clubs des Hautes-Laurentides, Douglas Charr, a, sans jamais vraiment le savoir, changé complètement le destin de Martin Vivier. On a découvert par après que M. Charr était un pétrochimiste de métier, qu'avec ses connaissances scientifiques, il avait remarqué que les notes de Richard Nettle étaient en bonne partie des compilations d'essais en croisement d'espèces. Il avait essayé de créer un poisson adapté aux hivers québécois. Mais contrairement aux poissons des chenaux, il serait combatif en eau vive. Ça fait qu'on pourrait le pêcher à l'année dans les rivières à rapides qui gèlent jamais, comme la Madawaska. Dans ses dernières notes de recherche, il précise que, suite au brassage génétique, les alevins ont développé une sorte de confusion respiratoire et que là, les petites perchaudes, croisées avec le lemming de Norvège, se noyaient parce que leurs ouïes se refermaient. En plus de la rivière Madawaska, il y a 6 autres rivières où est-ce qu'on a fait des ensemencements d'environ 1 millier d'alevins chacune. Mais par contre, jusqu'à la mort de Douglas Charr, il n'y a aucune des rivières là, où la greffe s'est avérée positive. C'est là que mon père a pêché son fameux poisson. Ça fait déjà 60 ans. Vous savez, la découverte de mon père a laissé espérer qu'il y aurait d'autres spécimens qui auraient survécu. Puis, avec le temps, malgré tellement de recherches, ils n'en ont jamais repêché. Puis même jamais aperçu un autre perchaud à poil de lemming. Il y en a, avec les années, là, qui ont essayé d'avoir de l'attention, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Il n'était pas crédible. Ça se sentait. Un des grands souhaits de mon père, ça aurait été d'être capable de cloner le poisson. Dans ce temps-là, on ne parlait pas de ça. Pas beaucoup. Il y a à peine eu le temps de savoir pour donner aux nouvelles. Et c'est ça qui a donné l'idée. Aujourd'hui, avec la science, il y en a qui disent qu'ils pourraient redonner vie à des mammouths, puis même à des dinosaures. Je me suis prise à rêver que le rêve de mon père pourra se réaliser. Avant que je parte, moi aussi. En fait, avec l'ADN de cette naturalisation-ci, mais surtout grâce à la vessie natatoire de perchaudes à fourrure qu'on conserve ici comme un joyau du patrimoine biologique, bien, peut-être qu'un jour, on pourra recréer cette page-là de la génétique biologique, mais surtout, on pourra mieux raconter l'histoire de Douglas Charr et mieux comprendre celle du pêcheur Martin Vivier.
Marine Perrier, bonjour. Bonjour. Alors, vous l'aurez compris, c'était la diphtongue était science, c'était non pas un documentaire ou un documentaire, mais un documentaire qui devait être présenté ce soir à l'inauguration de l'exposition Histoire de pêche. Anouk Gingras, tu es la chargée de projet d'exposition derrière Histoire de pêche. Oui, et donc pas vraiment Marine Perrier. Et voilà. Donc, tu joues un rôle dans le documentaire qu'on vient de voir à l'instant. Mais en fait, c'était une des manières d'illustrer que les histoires de pêche, il y en a de tous ordres, de tout type, et il y en a qui prennent une ampleur un petit peu plus importante que d'autres. Oui, on trouvait qu'on ne pouvait pas passer à côté des histoires de pêche dans une exposition sur la pêche sportive au Québec, sur l'histoire de la pêche sportive au Québec. Et on a décidé d'appeler l'exposition Histoire de pêche, même si c'est un titre assez facile à trouver, parce que tout le monde avait envie de nous raconter sa propre histoire de pêche. Et donc, on a décidé de jouer là-dessus et de proposer plusieurs histoires de pêche, dont celle que vous venez de voir. Et d'ailleurs, je le disais un petit peu, Anouk, avant de regarder le documentaire en question, c'est quand même, dans ce cas-ci, si je me trompe pas, une histoire de pêche qui a un certain lien avec les collections du Musée de la Civilisation. Oui, en fait, on a plusieurs spécimens naturalisés dans les collections, mais la perche chaude à fourrure, bien qu'elle sera dans l'exposition, ne fait pas partie de nos collections actuellement. Puisque ce n'est pas un vrai animal, création d'un artiste. C'est ça, on a travaillé avec une artiste, oui. Et puis, côté pêche blanche, parce que là, on s'amusait bien avec cette perche chaude à fourrure, mais on s'est dit qu'on ferait un petit tour d'horizon, toi et moi, de ce qu'on aurait pu effectivement pêcher, parce que ça fait partie de l'exposition, l'ensemble des espèces qu'on trouve au Québec. Il y en a une puis une autre, hein? Oui, il y a plusieurs espèces de poissons qu'on peut pêcher selon le type de pêche qu'on pratique. Mais la pêche blanche, il y a un poisson qui vient probablement en tête à tout le monde, c'est le poulamon atlantique ou le petit poisson des chenaux. Donc, c'est connu qui se pêche, oui, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, qui est reconnu pour sa pêche sur glace, mais aussi... ça se pêche aussi dans le fleuve Saint-Laurent, bien sûr, dans l'estuaire aussi du Saint-Laurent. Donc, c'est un poisson quand même assez courant pour la pêche blanche. On a aussi la perche chaude qui se pêche en hiver, qui n'a pas de fourrure habituellement. En tout cas, cette espèce-là serait vraiment beaucoup, beaucoup plus rare. Mais en fait, la perche chaude qu'on connaît bien se pêche en hiver. Elle est reconnue en particulier pour la qualité de sa chair. Là. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà goûté à une perche chaude, pas moi, mais semble-t-il que c'est excellent. Et il y a parmi les commanditaires, les gens qui nous aident à présenter l'exposition Histoire de pêche, qu'on doit dire présentée par la CEPAC et par la Fondation de la Faune. Donc, il y avait espoir très, très rapidement, dans un mois en fait, de pouvoir fréquenter les parcs de la CEPAC pour aller à la pêche. Le début de la saison de la pêche, le 1er mai, bon, on ne sait pas ce qui en arrivera exactement, mais on peut quand même espérer pouvoir s'adonner un peu à la pêche au lancer léger. Là. Mettons qu'on a un lac dans notre cour présentement. Oui, si on peut pratiquer la pêche ailleurs que dans les parcs nationaux, on est chanceux. On va pouvoir commencer à pêcher plus rapidement. Il y a l'achigan qui est très prisé par les pêcheurs sportifs, l'achigan à petite bouche, qui, semble-t-il, est très combatif. C'est ce que les pêcheurs aiment beaucoup, là. C'est pas facile d'attraper un achigan puis il tire beaucoup sur la ligne. Donc, c'est vraiment ce que les pêcheurs apprécient beaucoup. C'est pas les prêcheurs, non. C'est pas les mêmes. Il y a le touladi aussi, qui est pêché
dans nos lacs. On l'appelle aussi la truite grise. C'est assez difficile parfois de se démêler dans tous les types de truites parce qu'il y en a vraiment plusieurs espèces. On a aussi la wananiche, qui est en fait la cousine du saumon. Hein, c'est vraiment un saumon qui a été cantonné en eau douce, qui se pêche notamment dans le fameux lac Saint-Jean. Et donc, il y a plusieurs espèces comme ça qu'on va pêcher facilement et il y en a certainement qui connaissent les plus courantes. Là. En tout cas, quand on est petit, habituellement, on pêche des crapets soleil. Quand même assez facilement. Oui, c'est vraiment, souvent on initie les jeunes à la pêche avec ce poisson-là qui est assez facile à attraper, qui est joli en plus et qui se mange pas vraiment par contre. La barbotte aussi, la barbotte brune que certains ont souvent pêchée, semble-t-il, qui est savoureuse, même si elle peut être un peu répugnante de prime abord. Si on la pêche en eau froide, là, semble-t-il que sa chair est excellente. Ben voilà. Alors, et puis, dis-moi, là, il y a un phénomène qu'on observe quand même beaucoup. J'aurais tendance à dire peut-être davantage ces dernières années. Et on l'observe notamment en face de l'endroit où on travaille, toi et moi, en face du Musée de la Civilisation, sur le quai. Il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à la pêche urbaine. Et là, sans aucune blague, là, qu'est-ce qu'on peut pêcher dans le fleuve présentement? On peut pêcher plusieurs espèces. En fait, il y a du doré, évidemment, qui se pêche dans le fleuve, le doré jaune, un petit peu plus dans l'ouest, je crois, de l'esturgeon, de la barbue de rivière, de la lauze savoureuse. Qui par contre est peu à peu va devenir probablement dans nos régions une espèce menacée, là. Mais c'est encore assez recherché par les pêcheurs pour sa chair que l'on dit évidemment savoureuse. Savoureuse. Oui. Et donc, on présume, Anouk, qu'avec tout ça, que tu as très hâte d'aller pêcher. Peut-être. Sans blague, je suis pas une grande fan de pêche. Par contre, après avoir travaillé sur ce projet-là, j'ai envie de l'essayer. Là, si je trouve des pêcheurs qui veulent bien amener une néophyte comme moi à la pêche, je vais essayer bientôt de m'y remettre parce que j'ai déjà pêché étant petite. Oui, tu m'as montré quelque chose tantôt. Tu dis depuis plusieurs semaines, mais plusieurs mois, en fait, tu dis que, tu trouves ça assez intéressant de travailler sur ce projet-là parce que c'est pas a priori une activité qui te plaisait tant que ça, mais en fait, tu as retrouvé, alors qu'on farfouille présentement ces jours-ci dans nos photos d'enfance, pour souvent partager ça dans les réseaux sociaux, tu as retrouvé des photos de toi à la pêche. Oui, la preuve que je ne suis pas complètement néophyte en la matière, je peux vous la montrer. Voilà. Ah ben voilà. C'est moi, avec mon petit frère. d'Anouk Gingras. De la famille Gingras sur le quai. Oui, exact. Au lac Sept-Îles, près de Saint-Raymond, dans Port-Neuf. Voilà. Alors, évidemment, ça fait absolument pas un tour d'horizon de ce que sera l'exposition Histoire de pêche lorsque nous pourrons vous garder des surprises. Oui. Mais on souhaitait quand même être en mesure, en cette journée du 1er avril, donc du poisson d'avril, être en mesure de vous montrer un des contenus qui particulièrement nous plaisait à nous. Je pense que tu seras d'accord. Et puis, on tient à s'excuser quand même. On a vécu de très nombreux problèmes techniques. Les réseaux sont surchargés ces jours-ci, on le sait tous. Alors, pour le dire en bon français, la connexion a planté. Et puis, on l'a vu un petit peu, Anouk, pendant que tu parlais à un certain moment. Alors, c'est pour ça que je le précise aux gens qui nous écoutent en direct sur les rendez-vous d'une heure au musée.ca. Et puis, Anouk, je te remercie beaucoup d'avoir participé avec nous à cette petite discussion, ce petit échange tout à fait cordial qui nous donne quand même hâte à l'été et au changement de dynamique dans notre société actuellement. En attendant, moi, je souhaitais... merci beaucoup.